Merci Fabienne d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, on va parler ensemble de création de lieux collectifs et de vie dans un lieu collectif. Donc tu vas nous partager ton expérience Mmh. et pour les personnes qui ne te connaissent pas, je vais te présenter très rapidement. N'hésite pas à compléter ma présentation. Ouais. Donc tu as peut-être plusieurs vies, en une vie. Tu as beaucoup voyagé, suivi beaucoup d'initiations, à travers le monde dans différentes cultures et tu as créé, alors tu es connu et reconnu, on va dire, pour une danse que tu as créée ou un système de danse Mmh. qui s'appelle la danse de l'être et aujourd'hui tu transmets du coup cette méthode, Mmh. heu et je dirais en quelque sorte que c'est des danses initiatiques, des danses spirituelles qui permettent de s'éveiller spirituellement à travers le corps et à travers, la danse. Mais aujourd'hui, voilà, on va peut-être moins aborder ce sujet aujourd'hui, mais on va voir. Est-ce que tu as autre chose peut-être à préciser par rapport à ça, sur ton parcours ou sur, ce que tu fais aujourd'hui? Oui, non, pas rien de spécial. En tout cas, merci de m'accueillir, hein, vraiment, avec joie de partager, ben, un peu, voilà, mon expérience par rapport au lieu collectif. Voilà, mais en tout cas, oui, de ce que je peux dire, c'est que cette méthode, bah, elle est née petit à petit et ça fait maintenant un peu plus de 30 ans et justement, j'ai commencé à expérimenter cette méthode, bah, dans le lieu collectif dont on va parler tout à l'heure, quoi. Voilà. Mmh, Et la genèse aussi dans ce lieu de cette méthode, en fait. OK, super. Hem, du coup, ma motivation, pour t'avoir demandé en fait de faire cette interview aujourd'hui, cet échange en tout cas, c'est qu'on s'est croisés, à plusieurs reprises parce que moi ma compagne, suit ta formation et du coup, on a échangé sur le lieu collectif dans lequel tu as vécu. Tu as vécu dans plusieurs lieux collectifs et il y en a un dans lequel tu es arrivé vraiment aux prémices et en échangeant avec toi, j'ai eu la sensation que ça s'est fait vraiment de façon très fluide et que, tu es rentré dans ce lieu qui venait d'être créé et tu as contribué du coup à la mise en place et autour de moi, j'ai beaucoup de personnes et oui, dont je fais partie qui imaginent, qui peut-être qui idéalisent un petit peu ce mode de vie et mais qui ont du mal à passer à l'acte parce qu'ils imaginent aussi qu'il y a un côté un peu paradoxal. On idéalise, mais en même temps, on veut se rassurer, on a besoin d'un certain cadre avant de se lancer et heu et du coup, là, je voulais partager, en fait, cette fluidité que toi, tu as l'air d'avoir vécue. Est-ce que tu peux parler un peu de comment ça s'est passé au début, Au début, ah oui, je peux parler un peu de la jeunesse, effectivement, j'y étais pas complètement parce qu'en fait, quand je suis arrivée, donc c'était dans les années 80. Donc déjà, c'est pas la même époque, mais c'est vrai qu'on était un peu pionniers, un peu tout fou à l'époque. On avait envie d'expérimenter des nouvelles formes de vie. En tout cas, moi, ça a été ça. En fait, je suis arrivée dans ce lieu parce qu'avant, j'avais été faire un voyage justement pour, pour plus par rapport à la danse, d'aller vraiment contacter d'autres formes de danse et en Inde. Et j'avais été à Auroville en Inde. Et là, quand j'étais à Auroville, il m'avait dit, mais tu es faite pour Auroville. Moi, je découvrais ce que c'était que la vie en communauté, enfin des projets comme ça, collectifs. Donc voilà, mais je n'étais pas prête à rester en Inde. Donc je suis revenue en France et là, j'ai commencé à chercher, à me dire, bah, il doit y avoir des lieux comme ça en France. Et puis voilà, je suis tombée par hasard lors d'une conférence d'un astrologue qui est devenu donc un ami et qui était membre de ce groupe. Donc en fait, ce groupe ça s'appelait le Centre de recherche et de partage de la vie holistique. Voilà. Mmh. Et ce groupe s'appelait le groupe de Lucin. Je dis s'appelait parce qu'il n'existe plus maintenant, hein. Donc ça s'est arrêté dans les années 90. Ça a été une expérience qui a duré quand même un certain nombre d'années. Et donc voilà. Donc moi je suis arrivée un petit peu. C'était le début. C'est-à-dire en fait ils avaient déjà un projet donc de créer un centre à la fois de recherche avec tous les membres qui voulaient y participer et qui adhéraient vraiment et qui s'engageaient. Et en même temps, c'était un lieu ouvert au public. Et l'idée, c'était donc dans un petit village en Haute-Savoie où il y avait une ancienne colonie de Péchinés qui était à vendre. Et donc, il y avait le projet de racheter avec les membres du groupe cette grande colonie de vacances, voilà, et d'en faire un lieu d'expérimentation. Donc c'est comme ça que je suis arrivée là. Et donc à l'époque, ils louaient une grande maison. Ils avaient déjà dans une yourte démarré des activités.
des stages à l'été, etc. Et moi, je suis arrivée là pour participer en tant que bénévole à l'organisation et puis vraiment participer à la Mmh. vie collective, quoi, en fait, du collectif, quoi. Mmh. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivée. OK. Et est-ce que tu peux préciser, du coup, c'était un lieu d'expérimentation, mais d'expérimentation de quoi? Bah, de la vie holistique. Alors, dans ce qu'on appelle la vie holistique, ce qu'on appelait nous la vie holistique, c'est-à-dire en fait, et ben, comment en fait dans le quotidien on peut intégrer toutes les dimensions, c'est-à-dire à la fois ben, la dimension personnelle, interpersonnelle, dans le relationnel avec les autres, la dimension économique, la dimension écologique, la dimension spirituelle. Donc c'était vraiment, on travaillait sur tous ces plans-là. Et en fait, bon, pour t'expliquer, c'est que cette communauté, en fait, on ne disait pas qu'on était une communauté parce qu'il y avait des gens qui vivaient pas sur le lieu et d'autres qui étaient vraiment ce qu'on appelait des permanents qui vivaient sur le lieu. Et Mmh. elle était en fait vraiment donc celui qui avait créé ce groupe, c'est Georges Sontag, voilà. Il avait été à Findorn et il avait été vraiment inspiré par Findorn. Alors, je ne sais pas si tu connais Findorn, tu as entendu parler, je crois, hein. Bah, j'en avais entendu parler, puis toi, tu m'en as parlé, mais tu peux redire peut-être ce que c'est pour, Oui, 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 pour, ceux qui bah, connaîtraient pas? ouais, pour les personnes qui ne connaissent pas. En fait, Findorn, je pense, a été créé dans les années 60 ou 70. Et donc, c'est une communauté qui est au nord de l'Écosse. Et en fait, c'était un peu à l'époque la mecque du développement personnel, des communautés, de toute cette recherche de comment on peut fonctionner ensemble, en groupe, etc. Et en fait, Findorn fonctionnait sur ce qu'ils appelaient la conscience de groupe. En fait, c'est très bien de développer sa conscience individuelle, spirituelle, etc., son développement personnel, mais comment est-ce qu'on peut fonctionner en groupe? Et là, donc, en fait, lui, il avait été là-bas, et donc, il avait été vraiment inspiré par ça, et donc, il a amené toutes les règles de jeu, on va dire, de comment fonctionner en groupe, de façon holistique, dans ce petit lieu qui démarrait, voilà, un petit peu, on commençait à expérimenter. Voilà, donc c'est là que j'ai commencé à expérimenter. Donc voilà, comment ça fonctionne, justement, un groupe comme ça, quoi. OK. Hem, ça tu m'en avais parlé, hein, et c'est une des choses qui m'avait marqué dans ton expérience, c'est la motivation, en fait, de ce lieu collectif et parce que j'ai la sensation dans les lieux collectifs que je peux voir, les gens qui ont envie de créer des lieux collectifs, hem, qui passent pas forcément à l'acte, mais en tout cas qui y songent, souvent il y a une raison d'être ou une motivation qui est autre que la vie collective en soi. Mmh. Tu sais, c'est plus, peut-être, l'autonomie alimentaire ou, une Mmh. vie plus rurale ou Mmh. il y a quelque chose comme ça et j'avais la sensation que si c'était si fluide dans ton expérience, c'est Mmh. parce que le centre, en fait, c'était la vie collective et que ça se suffisait à soi-même, que tout partait de là, finalement. Exactement, ouais, ouais, c'est ça. Et en fait, nous, le truc, c'est on se disait nous-mêmes qu'on était un laboratoire vivant de comment développer la conscience de groupe. Donc c'était ça qui était au cœur, en fait. Donc en fait, on avait, et ça c'était vraiment issu de Findorn, parce qu'après, en tant que membre du groupe, après je suis moi-même allée avec mon ex-compagnon à l'époque, on est allé se former aussi à Findorn, donc pour voir Mmh. comment il fonctionnait, etc. Et en fait, je peux te parler, si tu veux, de comment justement on mettait en place un certain nombre de règles de jeu pour que on arrive à fonctionner ensemble, quoi, en fait, que ça marche, Mmh. quoi. Voilà. Ben, carrément, vas-y. Ah bon? Si tu te souviens, ouais, des Ah bah oui, c'est les d'autant outils plus. ou les règles. Mmh. D'autant plus je m'en souviens parce qu'il y a certaines règles que j'utilise maintenant dans la danse de lettres et dans mes formations. Donc Mmh. vraiment, j'ai plein de petites règles que j'utilise. Donc non, par exemple, tu vois, on commençait une journée comment? Alors déjà pour dire, donc après on a acheté ce grand bâtiment qui faisait 1000 mètres carrés, imagine, c'est un truc énorme, et où il y avait plein de travaux à faire, plus l'accueil des personnes qui venaient soit pour les stages, soit pour passer un certain temps avec nous, pour participer à la vie quotidienne, quoi, en fait, hein, et au projet. Donc en fait, Mmh. on va dire que ça se définissait comme ça, c'est qu'il y avait bah, justement plusieurs secteurs, hein. Donc comme je disais, il y avait le secteur, ce qu'on appelait interpersonnel, donc avec des réunions interpersonnelles. Et ces réunions interpersonnelles, c'était par exemple quand il y avait une difficulté relationnelle ou un conflit entre deux personnes.
Donc à ce moment-là, bah, on était tous plus ou moins thérapeutes, on connaissait des outils de ci, de là, et bah, s'il y avait un problème, on décidait, bah, il va y avoir ce qu'on appelle un focalisateur qui, qui disait, OK, moi je veux bien régler ce problème avec mon outil, OK, n'importe quel outil, hein, PNL, nanana, et voilà. Et on expérimentait, donc c'était vraiment un laboratoire, comment gérer ce problème interpersonnel avec cet outil-là. Voilà. Puis une autre fois, ça pouvait être un autre outil. Donc, ça Mmh. c'était déjà l'aspect interpersonnel, relationnel. Après, il y avait l'aspect bah, matériel, la gestion du lieu. Bah, voilà, ça c'est important aussi hein, dans un collectif. Mmh. Et donc là, on avait ce qu'on appelait les réunions matière. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est à faire, qui va faire quoi. Et en fait, pour dire, toutes les décisions se prenaient au consensus. Donc ça, c'était, il fallait que tout le monde soit d'accord, quoi. Donc, là, c'est là où c'était pas si fluide que ça. Parce qu'il suffit qu'il y ait une personne qui n'était pas d'accord, c'était souvent la même d'ailleurs, ou les mêmes, pour arrêter le processus. Donc, mais par contre, ça nous a énormément travaillé pour voir, pour arriver vraiment à un consensus. Qu'est-ce qui faisait que ça ne bloquait pas. Donc on travaillait dans ces réunions avec les outils aussi, d'écoute active, etc. Enfin, tous les outils qu'on avait à portée de main. Mais à chaque fois, dans chaque réunion, il y avait un focalisateur ou deux focalisateurs. Et qui changeaient, qui tournaient comme ça. Donc Mmh. ça, c'était les réunions matière. Je te donne des exemples, hein. Par exemple, on avait une salle qu'on appelait la tisanerie, qui était un petit peu un salon ou un espace de rencontre quand il y avait les stages et puis même dans le quotidien. Et il fallait repeindre la tisanerie. Donc, on devait décider ensemble quelle couleur on va faire pour la tisanerie. Bon, c'est un peu un Mmh. exemple extrême, mais je sais que ça a pris beaucoup de temps pour trouver la couleur. Et à un moment donné, on n'a pas trouvé le consensus. Et moi, j'étais focalisatrice. Alors, c'est là où il y a des focalisateurs dans la matière. Par exemple, moi, je focalisais l'accueil des personnes, le secrétariat, le programme. Et c'était moi qui faisais l'accueil de toutes les personnes avec mon compagnon à l'époque, de toutes les personnes qui venaient passer une semaine, un mois, 3 mois, enfin un séjour avec nous, quoi, en fait. Mmh. Donc là, bah, moi, je gérais au quotidien, par exemple, on était une équipe de permanents, et le matin, pour gérer la matière, bah, le matin, on se retrouvait, on faisait une harmonisation, voilà, qui est une forme de méditation que j'utilise maintenant aussi dans la danse. Donc on s'harmonisait, et puis là, on tirait un petit ange, ça c'était des petits jeux des anges qui sont issus de Finorme pour voir Mmh. voilà, quelle est la qualité qui va nous accompagner aujourd'hui. Et puis après, nous on disait, ben voilà, aujourd'hui il y a ça à faire au jardin, ça à la cuisine, enfin, on disait tous les besoins qu'il y avait dans la journée. Et là, chacun en conscience, en méditation, disait, bah, moi j'ai envie de faire le décapage de telle pièce, voilà, faire une Mmh. peinture décapage. Ok, tu fais ça, là. Bon, chacun faisait son truc. Et à la fin de la journée, on se retrouvait. Et là, on faisait un temps à nouveau de méditation et de partage sur comment chacun avait vécu sa journée. Donc, on faisait tout en conscience comme ça. C'est-à-dire, par exemple, un exemple, bah, celui qui avait décapé toute la journée, il avait dit, bah, je comprends pourquoi j'ai choisi ça, parce que dans ma vie, j'ai besoin de me décaper un peu. Là, j'ai un peu trop de couches, donc c'est parfait. Voilà. Et donc, on essayait en fait de tout faire en conscience comme ça. Mmh. Voilà, donc ça, c'était au quotidien, comment ça se passait. Et après, on avait ce qu'on appelait des réunions âmes. Et là, c'était plus voilà, des partages au niveau spirituel. C'est-à-dire, il n'y avait pas un gourou ou quelqu'un qui donnait une direction spirituelle. Mmh. Chacun avait ses propres croyances. Mais par contre, c'était des réunions qui duraient souvent une semaine ou 5 jours. Et là, pendant cette semaine-là, on focalisait vraiment sur cette dimension-là. Et c'est pareil, c'était à tour de rôle où on co-animait ça, en fait. Et à chaque fois, bon, par exemple, si c'était à mon tour d'animer cette session-là de âme, et souvent on était des binômes, bah, on se retrouvait avant, on voyait, moi j'amenais la danse, l'autre amenait la méditation, et on créait le programme comme ça, quoi, en fait. Voilà. D'accord, c'était une sorte de partage de pratiques et c'était tous les 5 jours ou toutes les 5 semaines? Non, ça a duré 5 jours à peu près, mais ça, je crois que c'était une fois tous les trimestres, parce que tu vois, on avait quand même D'accord. des réunions âmes, on ne pouvait pas le faire comme ça trop souvent. Donc, par contre, on avait des pratiques quotidiennes, par exemple, mais Mmh. c'était complètement libre hein, aussi.
Moi, je sais qu'on se retrouvait souvent un petit groupe de gens, donc Abel maintenant d'ailleurs qui fait beaucoup de choses aussi. Et tous les matins, on méditait ensemble, on faisait des bhajans, on dansait. Puis ça durait un certain temps. Après, quelqu'un proposait autre chose. Voilà. Donc on avait quand même des pratiques et puis des méditations régulièrement. Enfin, on avait des méditations régulièrement. Hein, voilà. Mais les réunions âmes, où là vraiment on faisait focus sur ce travail-là et sur certaines pratiques spirituelles, là c'était une fois tous les trimestres, je crois. Ouais. OK. Du coup, si j'essaie de résumer tout ce que tu as partagé, alors déjà une spécificité que tu as mentionnée, c'est que, finalement vous étiez tous en quelque sorte thérapeutes ou sur un travail, Oui, un travail déjà sur assez soi. avancé, un travail personnel assez avancé, Oui, je crois. oui. Donc Oui, vous aviez chacun tout le monde n'était pas thérapeute, hein. Il y en avait quand même oui. une bonne majorité, mais il y avait aussi des personnes, voilà, qui faisaient un travail sur eux, ça, de toute Mmh. façon, mais qui n'étaient pas spécialement thérapeutes non plus, hein. Il y avait aussi des gens il y avait un moniteur de ski, enfin, tu vois, il y avait toutes sortes de personnes quand même, hein. C'était pas réservé aux thérapeutes, quoi. Voilà. Mais Par contre, excuse-moi, par contre, c'est vrai que tu me fais penser à ça, un élément très important, c'était comment on devient membre du groupe de Lucinge. mmh Parce qu'en fait, c'est ça, c'est pas quelqu'un arrive, débarque et dit bah je veux être membre du groupe. Et puis non, en fait, pendant moi, quand je suis arrivée, c'était un été, je me souviens l'été 86, je crois, ouais. Donc j'avais entendu parler, donc j'ai demandé pour rester un mois. Ils m'ont dit ok, tu restes un mois, tu es bénévole et tout. Et tu pourras assister aux réunions qu'on faisait toutes les semaines. Voilà, toutes les semaines, on avait des réunions du groupe pour voir, voilà, euh, des réunions pour voir tout ce qui se passe et répondre à tous les besoins, quoi. Donc là, j'ai pu assister aux réunions et à la fin de ce mois où je suis restée, ils m'ont dit bah écoute, ils ont fait une réunion avec moi parce que ils m'ont dit si tu veux, tu peux devenir membre. Voilà, ils sentaient que j'étais prête à devenir membre. J'ai dit bah écoute, oui, ça, enfin voilà, ça m'intéresse. Donc ils m'ont dit bah on fait une réunion spécialement pour toi. Et là, dans cette réunion, bah, il y avait tous les membres du groupe. C'est un peu comme un examen, un passage, hein. Il y avait tous les membres du groupe qui étaient là et chacun donnait son avis sur moi, en fait, comment il me voyait, quoi. Donc, c'était un peu, waouh, assez impressionnant. Mmh. Et si il suffisait qu'une personne ne soit pas d'accord pour que je rentre dans le groupe, ben, je rentrais pas dans le groupe, quoi, en fait. Et Mmh. à l'époque, je suis rentrée dans le groupe, bah, justement, avec mon ex-compagnon, il est arrivé en même temps que moi, on est rentrés tous les deux dans le groupe, mais il y avait une troisième personne qui lui avait un petit peu un côté un peu trop business, homme d'affaires, enfin, et les membres du groupe l'ont flairé et ils ont dit bon, euh, il n'a pas l'esprit pour ça, il n'a pas été accepté dans le groupe. Voilà. Mmh. OK. Hem, OK, donc n'importe qui ne pouvait pas rentrer Non. et heu, tu parlais tout à l'heure aussi des différents temps. Tu parlais de la gestion de conflits, ensuite il y avait les réunions matières et le fil conducteur, j'ai l'impression que c'était vraiment la conscience en fait, d'être vraiment toujours très connecté, centré sur, qu'est-ce qui est juste et bon pour soi, Oui, avant de prendre une responsabilité ou de faire quelque chose pour le collectif. oui, 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 toujours. Et du coup, la question qui me vient là, c'est par rapport à ces réunions ces réunions, ces temps de gestion de conflit, parce que, c'est quelque chose dans les lieux collectifs que j'ai pu voir, Mhm. c'est quelque chose qui manquait, je pense. Et comment ça fonctionnait et à quelle fréquence est-ce que c'était utilisé cette, gestion de conflit, Ouais, comment on y faisait appel? bah, cet outil-là, en fait, on l'utilisait quand il y avait un besoin. C'est-à-dire, dès qu'il y avait un besoin, en fait, si tu veux, c'est comme la conscience de groupe, et comment dire, l'aspect relationnel, c'est comme la respiration dans un groupe, c'est ce qu'on disait. Et s'il y a un blocage entre deux personnes, une tension, etc., si cette tension elle dure, donc on essaie d'intervenir le plus rapidement possible, et quand les personnes étaient d'accord aussi, il fallait que les personnes soient d'accord. Mmh. Des fois, les personnes n'étaient pas d'accord, hein, pour entrer dans ce jeu-là, quoi, en fait, dans le processus. Mais dès qu'il y avait ça, ben, on disait voilà, là c'est important, il faut qu'on fasse une réunion interpersonnelle, quoi, en fait. Donc ça fonctionnait de façon, c'était pas automatique, si tu veux, c'était s'il y a un problème, ok, ben là il faut qu'on fasse une réunion interpersonnelle. C'était plutôt comme ça, quoi, en fait, hein. Mais je peux te donner une petite anecdote comme ça, hein, parce que Mmh mh. pendant que j'étais au groupe de Lucinge, donc on était allé donc avec Christian, mon ex-compagnon, à Findorn pour voir comment il fonctionnait. Et comme nous, à un moment donné, on était devenus les deux seuls permanents, c'est-à-dire du groupe.
parce qu'il y en avait d'autres qui étaient thérapeutes, qui allaient donner des stages à droite, à gauche, ils n'étaient pas là tout le temps, mais nous, on gérait l'accueil, on gérait beaucoup de choses, donc on avait besoin de se former. Donc on était à la Findorn, et donc le Findorn à l'époque était énorme, ils accueillaient énormément de monde dans un immense hôtel et tout ça, et ils nous avaient demandé, bah, comme à Lucinge, qu'est-ce que vous voulez faire pendant votre séjour? Puis bon, on a changé, on a d'abord travaillé au jardin, et après on a travaillé à la cuisine, qui faisait la cuisine pour tous les stagiaires qui venaient, et les participants, enfin, et les membres aussi. Et puis, au bout de 2 jours, on les voit arriver, ils nous disent, bon, on arrête tout, réunion interpersonnelle. Et nous, on se dit, ah bon, ok. Et puis là, il y avait un conflit, bah, nous, on ne savait pas, il y avait un conflit entre deux personnes dans la cuisine. Et du coup, ils nous ont demandé, nous, notre avis. Voilà. Et quand ils ont commencé à dire le conflit qu'il y avait là, et ça avait l'air d'être un truc extraordinaire pour eux. Et nous, on s'est regardé, on a dit, mais nous, ça arrive tous les jours, là, chez nous, ce genre de conflit. Parce que Mm. c'est vrai que dans notre groupe, c'était des personnalités très fortes, avec des thérapeutes, des machins, des grosses personnalités, donc aussi des bons égaux. Et on avait souvent vraiment des conflits, quoi, en fait, qu'il fallait gérer. Donc voilà. Donc pour te dire la petite anecdote, c'est que eux, ils avaient fait cette réunion qui leur paraissait extraordinaire, et nous, on leur a dit, mais nous, ça, c'est pas extraordinaire. Tous les jours, on gère des conflits comme ça, quoi. Donc on fait pas toujours des réunions interpersonnelles parce qu'on n'y arriverait pas sinon. Donc on essaye de gérer d'abord le maximum les conflits entre nous, et quand il y a un besoin, ben là, vraiment, on demande l'aide du collectif, quoi, en fait, quoi. Mm. Voilà. Donc c'est un petit peu le côté justement interpersonnel, comment on le gérait, quoi. Ouais, j'avais, par rapport à ce que tu m'avais dit, hein, tu m'avais parlé de ça, j'avais la sensation que presque la gestion des conflits et de ces situations, c'était, ça avait une place très importante, centrale presque dans le processus, et ça vous permettait aussi peut-être en tant qu'accompagnant de aussi d'affiner, comment on gère des conflits finalement. Oui, c'est ça, parce que c'est là où moi j'ai beaucoup appris. En fait, j'ai l'impression je suis restée 7 ans pratiquement, 6 7 ans dans le groupe de Lucinge, et j'ai eu l'impression de faire une formation accélérée au niveau humain, quoi. Parce que Mmh. là, tu as tellement de miroirs, on était en permanence à peu près 18 à 20 membres du groupe, donc déjà entre nous, et après avec les personnes qui venaient d'extérieur, parce qu'en fait le but de ce groupe, c'était pas seulement une communauté fermée, hein, c'était une communauté ouverte, et dont le but était d'accueillir du public aussi. Donc on avait tout ça en plus, quoi. Et comme tu dis, c'était au cœur quand même de ce travail qu'on faisait, parce qu'on travaillait la conscience de groupe, c'était le but de ce groupe-là, un centre de recherche et de partage de la vie holistique, mais avec la notion de comment la conscience de groupe, comment on peut fonctionner en tant que groupe, comment on prend les décisions, justement. Voilà, c'était les décisions en consensus. Comment on prend les décisions ensemble, comment on gère les conflits, euh, et même l'argent, tu vois. Au niveau de l'argent, c'est pareil, on a fait un travail énorme, notamment bah, comment on fonctionne avec l'argent. Et là, bah, on a fait des expériences avec notamment la libre participation, qu'on commence à voir un peu dans pas mal de lieux aussi, quoi. Mais à l'époque, La la libre libre, participation. oui, c'est ça, la libre participation, notamment pour les gens qui venaient, soit pour des séjours ou soit pour un stage, en fait, on n'avait pas de tarif fixe. On faisait tout à la libre participation, en fait. D'accord, et ça fonctionnait bien? Et ben, au début, au début, non. Enfin, ça c'était aussi une belle expérience parce qu'au début, bah, on disait voilà, libre participation. Donc les gens ils nous donnaient 2 miettes, quoi, 3 miettes. Ok, c'était sympa, super, bah voilà. Et nous, on avait quand même un bâtiment en Haute-Savoie à 1000 mètres d'altitude avec du chauffage. Enfin, on avait des charges fixes énormes. Bon, on était pas mal de bénévoles, mais quand même, il y avait beaucoup de frais, quoi. Donc à un moment donné, c'est pareil, on s'est réunis, on s'est dit, on ne peut pas fonctionner comme ça, c'est pas possible. Donc c'est là où on a commencé à plus partir de nos besoins. C'est-à-dire, voilà, de considérer dans une relation, par exemple, un stagiaire, bah, il vient, lui, on faisait des processus, donc à la fin des stages ou des séjours avec les personnes, toujours avec la méditation, donc toujours ça devait venir de l'intérieur, pas du mental, mais de l'intérieur. Voilà, et nous, on définissait nos besoins, on disait, bah, nous, ça, c'est nos besoins pour faire fonctionner le bâtiment, etc. Et on avait donné une petite fourchette de prix. On donnait des fourchettes de prix à ce moment-là pour que les gens aient un peu une idée quand même.
Et puis on disait, puis maintenant, bah, laisse venir le chiffre qui est juste pour toi, par rapport à ce que toi tu peux donner. Voilà, nous on a défini nos besoins, une fourchette de prix qui, voilà, qui respecte nos besoins, mais maintenant, bah, laisse venir le prix juste pour toi. Et à partir du moment où on a fait ça, c'était mais miraculeux quoi. C'est-à-dire on avait toujours l'argent dont on avait besoin. À un moment donné, on avait une grosse facture d'électricité, on méditait, on se disait voilà, ça c'est notre besoin maintenant, il va y avoir un stage, on met ça dans l'énergie. Et ben à la fin du stage, on avait juste l'argent pour payer la facture d'électricité quoi. Mm. Donc c'était assez magique et j'ai vécu des trucs assez magiques comme ça au niveau de la conscience de groupe quand ça fonctionne bien, quand voilà, on met bien les bons rouages en place et qu'il y a une bonne énergie, mais on a l'impression qu'il y a une synergie qui se crée, Mm. c'est extraordinaire quoi. Voilà. Puis dans l'autre sens, ça peut être aussi, hein. Mm. Ouais. Génial. Et du coup, tu disais, là, il y a deux sujets du coup que j'ai retenus, c'est la gestion des conflits. Là, tu parles de la gestion, je dirais, financière quelque part. Enfin, gestion, c'est peut-être pas le bon mot, mais Ouais, mais la ouais, quand même. thématique financière. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous avez travaillé collectivement Mmh, qui t'ont marqué? qui m'ont marqué, ouais, ouais, ouais. Écoute, c'est plus les sujets aussi qui m'ont marqué. Bah, moi, c'est quand même l'aspect spirituel, quoi, en fait, hein. Et, euh, et je trouvais vraiment intéressant parce que c'est ça qui a créé un peu. Alors aussi, tu vois, bah ça, c'est un groupe qui s'est arrêté au bout d'un moment donné. Qu'est-ce qui a fait qu'il s'est arrêté? C'est qu'au bout d'un moment, c'est intéressant de savoir pour les personnes aussi qui s'intéressent au groupe, Mmh. c'est qu'au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'il y avait comme deux courants différents. Voilà. On pourrait dire qu'il y avait le courant plus ésotérique avec des gens qui suivaient les enseignements d'Alice Bailey, voilà, avec tout un, voilà, des enseignements ésotériques qui étaient passionnés par ça, dont notamment deux personnes qui étaient à l'origine du groupe et qui avaient donné beaucoup d'argent aussi pour acheter ce grand bâtiment, un couple de retraités. Et puis il y avait un autre courant dont je faisais plus partie qui était comment dire, ouais, on appelait ça la voie directe. C'est-à-dire, en fait, pour moi, les choses, c'est vraiment chacun a notre connexion avec le divin et il n'y a pas besoin de passer par tout un cursus ésotérique, etc., et toute une connaissance pour arriver à la connexion avec le divin. Donc, ça peut se faire en jardinant, en dansant. Et donc, c'était ce qu'on appelle d'ailleurs dans les courants spirituels la voie directe, quoi, en fait, hein. Alors que là, donc il y avait deux courants. Il y avait la voie ésotérique et la voie directe, en fait. Et Alice Bailey, tu peux préciser peut-être un peu? Parce que personnellement, je connais pas, Non, non, non. Alors, Alice Bailey, alors attends, comment alors, j'essaye de retrouver le nom de ce. Ah zut, alors. C'est un peu l'enseignement de Blavatsky. Enfin, bon, c'est c'est la théosophie, voilà, c'est né de la théosophie. Enfin, c'était tout un courant qui vient de l'Inde, mais en même temps avec Alice Bailey qui était médium, hein, qui a fait une synthèse vraiment de beaucoup de choses. C'est passionnant, hein, mais du coup, ça touche à énormément de domaines et c'est très 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 complexe. Elle a créé des rayons, les 7 rayons, etc., quoi, en heu, fait. Euh, et donc, je sais que l'organisation qui gérait cet enseignement, ça s'appelait Lucy Trust. Voilà. Et donc, il était notamment sur Genève. Donc, c'était un enseignement très intéressant, mais vraiment, voilà, il fallait avoir envie d'aller dans cette voie. Mais moi, c'était pas ma voie. du coup, ça passait par, des enseignements, des initiations, des étapes, tout un Oui, cursus, c'est ça? tout un cursus. Donc, ce qui faisait que, par exemple, dans les réunions âmes, si c'était une personne qui suivait cet enseignement, bah, elle nous initiait à cet enseignement, tu vois. Mais après, à nous d'aller plus loin si on voulait. Donc, du coup, il y avait quand même un groupe, un sous-groupe, on va dire, dans le groupe, qui suivait les enseignements d'Alice Bailey. Après, tu en avais qui suivaient Course in Miracle, le cours des miracles. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Il Oui. y en avait qui faisaient le cours des miracles, d'autres qui faisaient nanana. Et moi, c'était la danse. Mmh. La danse et la méditation zen à l'époque, voilà. Enfin, donc, je m'intéressais au bouddhisme, enfin à tout ça, mais plus voilà, à la méditation et à la voie directe à travers d'autres pratiques que l'ésotérisme. Donc, tu vois, et en fait, c'était passionnant. Ça a été pendant toute une époque, on arrivait à fonctionner ensemble et à s'enrichir mutuellement les uns les autres.
Mais au bout d'un certain temps, il y a eu comme un peu des chapelles qui se sont créées. Mmh. Et, et en fait, c'est comme si, et surtout que c'était les gens qui avaient quand même donné, là aussi, il y a quand même le côté financier qui avait donné quand même une grande partie pour qu'on achète ce grand bâtiment, qui eux étaient vraiment très engagés dans cette voie ésotérique et qui ont un peu poussé le truc pour que on aille vraiment plus dans cette voie et que le lieu du groupe de Lucinge soit vraiment un lieu école référence pour cet enseignement-là, quoi. Mmh. Et, et donc voilà, il y a commencé à y avoir on va dire conflit de vision en fait. Voilà, on commençait à plus avoir la même vision en fait. Et c'est ça qui a amené du coup à la séparation, Oui, 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 oui. toi ça t'a amené à partir en fait, c'est ça? Moi, ça m'a amené à partir parce qu'en fait, moi, je m'étais vraiment engagée, puis avec mon compagnon, donc on était en plus vraiment les plus engagés parce que nous, on était bénévoles à 100%, on travaillait que pour le groupe. Et on avait pris beaucoup de responsabilités, donc l'accueil, les travaux, mon compagnon gérait les travaux, la comptabilité, enfin tout ce qui était vraiment bah oui, le fondement, quoi, qui faisait que ça fonctionnait. Enfin, je m'occupais de l'accueil, de tout, quoi. Donc, et puis on était une petite équipe à vraiment fonctionner et on avait créé ce qu'on appelait l'espace de vie où justement bah, les gens venaient. Et là, c'était vraiment dans l'esprit de Findorn. Ils venaient, ils participaient au lieu, on méditait ensemble, comme je disais, on faisait tous ces processus dans la journée. Et voilà. Et donc, à un moment donné, et voilà. Et nous, ce qu'on faisait aussi, c'était ça qui était extraordinaire dans ce lieu. C'est comme il y avait énormément de travaux, donc même s'il y avait des stages avec des intervenants du groupe, qui faisaient de l'astrologie, de la danse, du PNL, machin, automatiquement, les animateurs du groupe, quand il y avait un stage, c'était des stages à mi-temps. C'est-à-dire, il y avait mi-temps le stage, par exemple, PNL, et dans la journée, une partie de la journée, donc la moitié de la journée, était consacrée à l'espace de vie que nous, on animait, où justement, on venait avec tout ce que je disais tout à l'heure, le Mmh. processus de comment ensemble on co-crée ce lieu. Est-ce que Mmh. tu veux faire la peinture? Est-ce que tu veux faire la cuisine? Ok, on est ensemble, on co-crée le lieu. Même si tu restes une semaine, tu co-crées avec nous. Donc on avait vraiment amené cette dynamique-là et ça marchait du feu de Dieu, quoi. Parce que les gens, ils trouvaient ça complètement nouveau. Il commençait à y avoir des centres de stage, mais bon, voilà, les gens, ils venaient, ils consommaient un stage, alors que là, ils avaient l'impression de participer vraiment à une dynamique, une vraie dynamique collective et une vraie création, co-création, quoi, en fait. Voilà. Et à un moment donné, là où ça a fait le clash, c'est que bah, il y a eu une partie du groupe qui a dit bah non, maintenant on arrête ce truc d'espace de vie, maintenant c'est les stages avec des thèmes, etc., etc. Mmh. Et puis nous, bah, on a dit bah non, on n'est pas d'accord, donc c'est là où je suis partie, quoi, en fait. OK. Voilà. Et alors attends, il y a un petit bruit, je vais hem, OK. Il y a une question que j'avais du coup, c'était par rapport aux thématiques des stages. C'était là tu parlais de PNL, est-ce qu'il y avait différents sujets, qui étaient abordés? Oui, il y avait du chamanisme. Bon, on avait fait une élucidation dans le grand terrain. Il y avait donc chamanisme, PNL, les danses universelles de la paix. Quoi encore bah moi, et c'est là où je commençais à animer aussi, expérimenter des ateliers de danse-thérapie que j'ai appelé danse de la vie. Et après, il y avait aussi des intervenants extérieurs, parce qu'il y avait nous, les membres du groupe, qui animions, donc Mmh mh. voilà. Et il y avait l'astrologie aussi, il y avait un astrologue, donc il y avait les membres du groupe qui étaient animateurs, mais on accueillait des conférenciers et des stages de personnes extérieures, qui étaient des amis du groupe de Lucin. Donc tu avais Tal Chaleur, enfin, Daniel Moreau-Givaudan, enfin tous ceux qu'on connaît bien Mmh. maintenant, là, ils sont tous passés par le groupe de Lucinge à l'époque parce qu'on était un peu une mecque du développement personnel en France et surtout avec cette dynamique-là, quoi. Mmh. Du coup, nous, on avait aussi toute une partie du travail de l'équipe, c'était bah, de faire un programme, organiser, enfin tout ça, quoi, en fait, hein. Mmh. OK. Voilà. Hem, ouais, OK, c'est clair sur cette question des sujets, donc vraiment toujours, dans la même dynamique, hein. Toujours, ouais, toujours. Et ce qui était intéressant aussi quand même, c'est que
on favorisait les co-animations aussi, tu vois. Et parfois, on faisait des petits festivals où tu avais toutes sortes de... bah, ce qui se fait maintenant dans les festivals d'ailleurs, hein. Mais voilà, c'était un peu nouveau à l'époque. On faisait des festivals et il y avait plein d'intervenants. Hmm. Et, voilà. Et donc, on favorisait, encore une fois, pour la conscience du groupe, c'est pas l'animateur qui anime son stage, mais les co-animations, etc., quoi. Hmm. Ok. Bien, vous étiez des précurseurs en fait, en quelque sorte. Ouais, Enfin, ouais, carrément. euh, ouais, je me posais une question, encore une fois, par rapport à ces gestions de conflits, je reviens là-dessus. Euh, Tu vois, j'ai visité des lieux de vie collective où je trouvais que ça manquait, mais en fait, moi, j'étais visiteur. Ils avaient des réunions parfois de gestion de conflits auxquelles je n'étais pas convié en tant que personne de visite. Est-ce Ouais. que vous faisiez des gestions de conflits et que vous englobiez les personnes qui étaient là de façon temporaire? Alors, j'essaye de me souvenir, en fait, oui, ça pouvait se passer, mais en fait, il fallait qu'il y ait l'accord de la personne, par exemple, les deux personnes qui étaient en conflit. On leur demandait s'ils étaient, par exemple, d'accord que les personnes qui étaient là, qui venaient, voilà, qui participaient au lieu, s'ils étaient d'accord, tu vois, parce que, Hmm. et aussi, c'était pas obligatoire. Les personnes qui venaient, ils disaient, bah tiens, moi j'aurais envie de participer, de voir justement comment ça fonctionne et tout ça, de participer. Donc, ça se Hmm. faisait assez fluidement, assez spontanément quand même, hein. On avait à la fois des règles, mais c'était assez ouvert, quoi. Et Ok. c'est vrai que c'était riche parce que justement, et des fois, tu avais même des personnes qui venaient de l'extérieur, qui venaient passer un mois et qui avaient des compétences, et on leur disait, bah, est-ce que tu veux, on leur ouvrait même parfois, on leur disait, est-ce que tu veux animer une réunion, ou est-ce que tu veux gérer un conflit, ou alors la personne se proposait, tu vois. Donc, je crois que c'était vraiment ça la grande richesse en fait qu'on a vécue. C'est qu'en fait, on avait ce truc bah, de valoriser toutes les compétences, quoi, finalement, de chacun. Moi, j'ai pu développer des compétences dans cette expérience que j'aurais jamais pu développer ailleurs, quoi, en fait. Et puis comme tu le disais tout à l'heure, c'est comme si pour vous le conflit était vraiment quelque chose de normal, contrairement même au lieu Findorn d'Écosse dont tu parlais. Moi, c'est ce que j'ai vu aussi sur les lieux que j'ai pu visiter. Il y a comme une sorte de tabou, comme quelque chose qu'on voulait cacher. On voulait Ouais, cacher les conflits. Et ouais. donc, du coup, en tant que visiteur, on peut pas trop voir. Mais enfin, j'interprète ou je juge que c'est parce que peut-être que ces conflits étaient mal gérés ou, en tout cas, il y avait ce préjugé que le conflit était quelque chose de négatif. Mm. Et, euh, et j'ai Ah oui, l'impression que voilà, vous aviez un regard différent ouais. et ça crée un switch. Complètement. Mais alors, je peux te dire une petite anecdote, ça va te faire rigoler, c'est que peut-être que je te l'ai raconté. Bah, à l'époque, on faisait partie d'un réseau aussi, on y allait vraiment, les pionniers, on s'appelait les centres de lumière, voilà, le réseau des centres de lumière. Donc il y avait la lumière partout, à tous les étages, ok. Et on avait fait un premier festival ou rencontre des centres de lumière avec donc tout un public qui venait voir, bah voilà, c'est quoi cette nouvelle communauté, tout ça. Et donc, dedans, il y avait donc le groupe de Lucinge, la communauté des Our, dont tu as dû entendre parler, le Mm. village des Our, qui est connu maintenant, hein. Tu avais Lune Soleil, qui était aussi, pas une communauté, mais un lieu d'expérimentation avec Anne et Daniel Mauroy-Gévaudan à l'époque, qui étaient encore ensemble, qui étaient en Dordogne. Tu avais encore un autre lieu, je me souviens plus son nom, mais tous ces lieux-là n'existent plus, qui étaient dans le sud de la France. Enfin, on était comme ça, quatre cinq lieux. Et donc chaque groupe devait présenter au public voilà, comment on fonctionne, quelle était notre spécificité, etc. Et on voyait, et où vous avez fait un super diaporama magnifique. Et puis on voyait, c'est tout le public était là, qui montait, c'était waouh, un beau rêve, quoi. Tu sais, et tout le monde nous voyait un peu comme des espèces de je sais pas quoi. Et puis nous, on s'est dit, mais oh, c'est pas possible, là, il faut vraiment refaire descendre un peu les gens dans- un peu en bas, quoi, parce que là, c'est trop d'illusions, quoi, qu'on est en train de leur créer de ce que c'est, comme si on était un groupe idéal, quoi. Et nous, on Mm. s'est dit, on n'est absolument pas ça. En fait, nous, on s'est carrément présenté, on a dit, bah, nous, vous savez, on n'est pas du tout un groupe idéal, on est un groupe merdique. Voilà. Donc, nous, on a des conflits, on a plein de problèmes, on a ça, et on a commencé d'emblée avec ça. Et là, ça a fait dans le groupe, dans le public d'un seul coup,
Ah bah vous aussi, vous avez des conflits, vous avez ça? Bah oui, oui, oui. Voilà. Et donc on a ouvert le dialogue par rapport à ça et sans tabou, sans fausse. Ouais, parce que je pense qu'il y a beaucoup ça aussi. Il y a beaucoup d'idéalisation de lieux collectifs. Et en fait, non, parce que c'est sur le terrain, c'est des laboratoires du vivant. Et voilà, Et et ça se passe comme ça, quoi. tu vois, je pense que tu vois, ça peut être aussi vraiment un frein si une personne qui idéalise, je me lance dans la création demain, dans l'idée de création avec des personnes et il va y avoir des conflits. Et si je me dis que ça doit être parfait et qu'il doit y avoir aucun conflit, je vais me dire: «Bah, c'est pas les bonnes personnes» et je vais C'est ça. arrêter, Et et en oui. fait, ça marche pas, tu vois? Et du coup, c'est ça aussi qui est génial dans ce que tu partages et dans cette expérience. Ouais, exactement, parce qu'en plus, nous, tu vois, on était un certain nombre de membres, et très vite, bah oui, tu vois, tu as toujours des miroirs, et très vite, il y a eu des miroirs difficiles, quoi, en fait, hein. Donc, et moi, je me souviens combien de fois je me suis dit, mais je m'en vais, c'est pas possible, etc. J'avais des conflits énormes avec une personne, et je peux te dire, c'est cette personne qui m'a fait le plus travailler sur moi, quoi, en fait, parce qu'on était tellement à l'opposé, et voilà. Donc, mais on a joué le jeu, quoi, on a joué le jeu. Donc, ouais. Mm. Mmh, super. Hem, pour finir, je vais te poser une question peut-être un peu terre à terre, qu'on n'a pas forcément abordée. Tu en as parlé un petit peu, le côté un petit peu administratif. Tu disais Ah qu'il y a oui. beaucoup des personnes qui ont apporté, une somme importante d'argent, une participation plus importante que les autres. Mhm. Comment ça se passait au niveau, financier, administratif, à qui appartenait ce lieu? Oui, alors justement, ce lieu, au niveau administratif et juridique aussi, hein, donc en fait, ce lieu, était la propriété du groupe de Lucinge. C'est-à-dire, il y avait en fait, ces personnes-là avaient amené la plus grosse somme, on va dire. Ils avaient vendu une maison en Suisse et ça avait permis, sinon on n'aurait jamais pu acheter ce lieu, quoi. Donc c'était un peu les mécènes, on va dire, hein. Donc ils ont amené la plus grosse somme. Mais par contre, moi, quand je suis arrivée, tous les nouveaux membres qui arrivaient, on avait ce qu'on appelait des parts. Tu vois, c'est comme une SCI en fait, hein, et on avait des parts en fait. Donc moi, quand je suis arrivée, bah, à l'époque, j'avais hérité de mon père, j'avais un peu de sous, bah, j'ai mis des parts, ce que j'avais en fait dans l'association. Voilà. Et ces parts, bah, bon, je les ai pas récupérées, hein, mais quand je suis partie. Mais voilà, chacun amène des parts, et donc c'était sans doute, je sais pas exactement, mais style SCI, mais en tout cas, voilà, c'était la propriété du groupe en fait. Et le gros truc, c'est que quand après le groupe a été démantelé, parce qu'à un moment donné, bon, nous on est partis, après il y a eu encore d'autres problèmes, et puis ça a périclité, sans doute ça correspondait plus, voilà, c'était comme ça, voilà. C'est comme un Joe Q, comme je dis, hein, il y a les cycles. Et à ce moment-là, par contre, le bâtiment était là, quoi. Et en fait, ils n'ont pas décidé de le vendre. Ils cherchaient en fait des nouvelles personnes pour recréer un nouveau lieu, recréer une nouvelle dynamique, etc. Voilà, donc il fallait le vendre à ce moment-là. Mmh, Mais tu vois, OK. donc oui, c'était une propriété collective aussi. Donc voilà. Donc, Mmh. même si tu donnais une petite part, mais tu participais quand même, quoi. Mmh mh. OK. En arrivant, tu devais t'engager, C'est en ça. achat de part. C'est comme une forme d'engagement, quoi, en fait. Ouais, tout à OK. fait. Mm. Mm. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais partager par rapport à cette expérience? Oui, ça me vient un petit peu en t'en parlant par rapport. Je fais le parallèle avec Auroville, justement, où je suis allée Mmh. aussi. J'ai failli être aurovillienne à un moment donné. Euh, et c'est vrai que pour devenir aurovillien, c'est pareil. Bon, finalement, ça s'est pas fait parce que les règles avaient changé à ce moment-là, et nous, on voulait pas rester en permanence à Auroville, et c'était possible. Mais si j'étais devenue aurovillienne, bah déjà, tu donnes un an complet en tant que bénévole à Auroville, et tu dois amener une certaine somme d'argent aussi, tu vois, à la communauté, quoi, en fait. Donc Mmh. oui, c'est important quand même pour les projets qui commencent, parce que bah, c'est un engagement. C'est comme tu dis, c'est un engagement, quoi, en fait. Ah donc le processus d'intégration est important. C'est important de prendre un temps pour connaître la personne qui arrive avant de l'intégrer. Oui, c'est ça, c'est Et important. Et nous, c'est ce qui se passait, c'est que la personne, fallait qu'elle reste un certain temps. Je me souviens plus s'il y avait une règle par rapport à ça, mais je pense que oui. Et c'est qu'au bout d'un certain temps où
si tous les membres du groupe étaient d'accord, on lui proposait et on faisait une réunion pour voir si c'était OK pour tout le monde et pour elle de rentrer dans le groupe, quoi. Mais après un certain temps, je sais pas comment on appelle ça, de probation ou un truc comme ça. Ouais. Hmm. Et c'est nécessaire parce que c'est dans le quotidien que tu vois si ça fonctionne ou pas, quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de groupes actuellement, d'éco-villages, etc., qui font plein de réunions, ils se retrouvent, etc. Mais comme ils n'ont pas la possibilité d'expérimenter, ils devraient prendre 8 jours de vacances ensemble, ou je sais pas, enfin 8 jours d'expérimentation déjà, de commencer ensemble comment ça fonctionne, même si c'est pas sur le lieu qui est le projet, mais déjà ça, parce que c'est nous, ça a été ça qui a fait que ça a bien marché quand même pendant un certain pas mal d'années, quoi, en fait, hein. Ouais, faut lâcher le côté, comme je te disais au début, le côté moi je sais que je suis un peu comme ça, à vouloir trop contrôler, trop mettre des règles, trop parfaites parce que de toute façon, dans la réalité, ça va jamais se passer comme ça et C'est ça. C'est ça, et je voyais bien dans le groupe quand il y avait des règles un peu trop parfaites, etc. Mais ça, des fois, ça fonctionnait juste pas. Donc, il fallait simplement changer ces règles. Et c'était la vie qui nous disait, bah non, là, ça marche pas, ça fonctionne pas comme ça. Donc là, bah, justement, on mettait en place des nouvelles règles, tu vois. Donc, on a besoin de règles en tant que collectif, hein. Il faut des règles, sinon c'est l'anarchie. Mais voilà, c'est toujours un bon dosage entre le yin et le yang, du contrôle, enfin, pas du contrôle, mais je dirais des règles pour fonctionner, mais en même temps pas trop, parce que sinon ça étouffe. Et puis être à l'écoute de ce qui se passe là, c'est comme avec un couple, quoi. Et là, par contre, c'est tout un collectif, en fait, hein. mmh. OK, donc rester flexible. Ouais, rester flexible, voilà. C'est ce qui a fait que ça a bien marché pendant pas mal de temps et il y a eu des moments magiques, quoi. Mais parce qu'on avait cette flexibilité aussi et cette créativité, il y avait énormément de créativité dans le groupe. Ça, j'avoue que ça, c'était assez génial, quoi, en fait. OK Donc et vraiment ouvrir la porte à la créativité, à la flexibilité, tout en ayant, voilà, tout en gardant la conscience quand même, quoi. Je dirais plutôt que le contrôle, c'est la conscience. Et nous, on travaillait là-dessus, c'était la conscience de groupe, quoi. Mais du coup, chacun devait être conscient d'abord pour lui, et après s'harmoniser avec le reste du groupe, quoi, en fait. mmh, OK. Hem, pour remplacer le contrôle par la confiance, c'est beau ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mm. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais, qu'est-ce que tu dirais en fait à quelqu'un qui aujourd'hui se sent appelé par ça? Qu'est-ce que tu Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais partager ou un conseil ou une Mm. Alors, quelqu'un qui voudrait se lancer ou partager, enfin voilà, un lieu collectif, ben, j'ai envie de dire de partir de ce qui est là, quoi, en fait, hein. De peut-être déjà commencer à se former. C'est sûr qu'il faut quand même un minimum de formation bah, sur justement la communication non violente, enfin tout ce qui et comment fonctionnent les systèmes aussi, hein. Peut-être de regarder un petit peu Findorn aussi. Il y a des livres hein, sur Findorn, il y a tout ça, de bien se documenter, mais en même temps, pour trouver les bonnes personnes, ben, c'est aussi par méditation beaucoup, hein. C'est quand même la verticalité qui est le plus important. Nous, ça a vraiment fonctionné parce qu'il y avait quand même cette verticalité qui était là, quoi, en fait, hein. Euh, et, puis, euh, et puis après, voilà, de trouver cet équilibre entre justement la conscience, les règles, la structure et la spontanéité, le cœur, voilà, du masculin et du féminin. Trouver vraiment cet équilibre tout le temps. Parce que s'il y a trop de règles, de choses trop structurées, etc., ça va étouffer complètement la vie du groupe. Mais si c'est trop le bordel et trop, bah voilà, comme je sens, machin, alors là, euh, c'est synonyme de conflit très rapidement, quoi, en fait. Donc voilà, c'est trouver un bel équilibre, une belle danse du yin, du yang, et surtout, ben, voilà, je dirais, un groupe, c'est comme un noyau, en fait, c'est comme un organisme vivant. Donc pour qu'il se crée, ben, il y a une loi d'attraction. Et à un moment donné, ben, la loi d'attraction va faire que c'est les bonnes personnes qui vont être là au bon moment. Et puis avant de se lancer, de commencer à acheter un terrain ou un lieu, etc., bah, c'est déjà d'expérimenter, comme nous on avait fait finalement, ils avaient fait ça avant d'acheter le grand bâtiment, ça avait duré 1 an ou deux, hein, 2 ans je pense, hein, où ils louaient une maison, cette grande maison avec une yourte, ils avaient déjà démarré quelque chose quoi en fait.
Donc ils avaient déjà expérimenté. Moi, je suis arrivée au moment où on a acheté, mais voilà, expérimenter, c'est pas mal. De toute Mm. façon, un projet de groupe, c'est un laboratoire vivant. Donc voilà quoi. Mm. Super. Je vais traduire juste un peu ce que tu as dit parce que je sais pas qui va nous écouter et tu parlais du coup de verticalité donc ce qui était central dans ton expérience, c'était plutôt la dimension, on va dire, spirituelle, là, ce que tu parlais, hein, la conscience Ouais, ouais. Mm. et du coup pas le je pense que je vois surtout l'inverse, dans les groupes que j'ai pu voir, c'est que c'est la dimension, matérielle en fait, qui prend le dessus. Le projet est avant tout matériel. Je parlais, d'autonomie alimentaire, d'autonomie énergétique Ouais, ouais, et du coup, ça marche pas parce qu'il manque peut-être cette dimension un petit peu, c'est ça. verticale, Exactement. Et ça, conscience. c'est vraiment important. Faut que, si tu veux, et ça, on l'a vu dans beaucoup de groupes qui ont. Après, moi, j'ai beaucoup étudié. Enfin, puis on était en contact avec plein de groupes. Mais effectivement, s'il n'y a pas un point plus haut qui nous relie, si on reste qu'à l'horizontale et qu'on n'a pas un point plus haut de spiritualité, de conscience qui nous relie, bah, au bout d'un moment, ça ne peut pas marcher, quoi, en fait, hein. Parce que les égos vont très vite rentrer en confrontation. Que si on a un point plus haut, on peut toujours se référer à ça. Ok, on n'est pas bien dans nos trucs, nos machins, mais ok, on va prier ensemble, on va méditer ensemble, et là il y a quelque chose qui peut naître d'autre. Et puis on sait qu'on va dans la même direction aussi spirituelle, même si le message était de dire on était tous complètement dans des voies différentes, mais on était dans une direction spirituelle qui était quand même l'éveil des êtres, quoi, en fait. Donc, c'est quand même important qu'il y ait cette dimension, bah, comme je dis, verticale, c'est une dimension quand même de conscience, de spiritualité dans la matière en même temps. Voilà. Mm. Après, je voudrais nuancer parce que j'ai vu des lieux où il y avait pas cette dimension et où ça fonctionnait. Oui, Donc c'est possible, hein, que oui. l'ancrage soit matériel et que ça fonctionne, Mm. mais il y avait peut-être pas il manquait à mon goût d'une certaine harmonie et bon ça mais ça c'est notre sensibilité peut-être qu'on partage, Fabienne, toi et moi. Mais après ça peut aussi marcher autrement, hein. C'est voilà, je veux pas, Ah oui, bien juger sûr. toutes les personnes qui font autrement, mais en tout cas, Ah ouais. pour toi, ça a marché grâce à ça. Oui, puis en même temps, comme tu dis, même s'il n'y a pas au cœur cette dimension verticale, spirituelle ou de conscience, quand ça marche, c'est que tout le monde va dans la même direction. C'est surtout ça, quoi. On est Mmh, sûr qu'on a tous le même but, quoi, en fait, hein. Parce que des fois, tu sais, et au début, tu te rends compte en faisant les réunions, les machins, que bah, finalement, la personne elle croit que elle est venue dans ce groupe pour cet objectif-là ou ce but-là, mais en fait, son but est complètement autre chose, quoi. Et c'est ce qui a fait que, par exemple, dans le groupe des Lusages, il y a des personnes qui sont parties. Tu vois, il y a eu beaucoup de turnover, comme on dit, mais parce que, bah, à un moment donné, ils se rendaient compte, bah, c'était pas, c'était pas ça leur but, quoi, en fait. On n'avait pas le même but. mmh. Donc, Ouais, OK. tu vois, même si c'est effectivement pour l'écologie ou pour ci ou pour ça, ou cultiver la terre ensemble, bah, au moins, cultiver la terre ensemble, ça, c'est un but en commun déjà. Et Mmh, pour moi, c'est très spirituel, hein, de cultiver la terre ensemble, quoi. tout à fait. Mmh. Super. Bah, écoute, je te remercie beaucoup Fabienne. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux dire avant qu'on mette fin à notre échange? Parce que je crois que tu as un rendez-vous là. Ouais, ouais, ouais. Alors écoute, ben non, moi j'ai envie de dire bienvenue, welcome à toute la nouvelle génération qui arrive. J'ai envie de vous dire, mais allez-y quoi, allez-y. Nous, on a ouvert, on était des pionniers, on a semé des graines et je sens que maintenant c'est le moment qu'il y ait des nouvelles graines. Enfin, c'est les mêmes graines, hein, mais qu'il y ait des nouvelles communautés qui arrivent. Voilà, tout ce que nous on a fait dans les années 80, début des années 90, c'était pionnier. Mais maintenant, il faut vraiment, voilà, c'est comme plus il y en aura, et je dis, ben voilà, faut y aller, il faut expérimenter. Mmh. Et de toute façon, l'expérience sera toujours positive, quoi. Voilà. Mm. Voilà, il y a pas d'échec. Non, il Il y n'y a a que que des des il y a que expériences. des Il il y n'y a a que que des a ouais. des expériences, des apprentissages. Merci beaucoup en tout cas pour, ouais, ce partage qui est très riche. Moi qui m'avait beaucoup inspiré du coup, d'où cet échange là qu'on partage aujourd'hui et bah, j'espère que qu'il va vraiment inspirer du monde et qui va, permettre à des personnes peut-être de se lancer, dans cette expérience. Mhm. Si des personnes qui nous écoutent ont des questions, peut-être peuvent te les poser en dessous de cet échange-là, de cette vidéo. Mhm. Et puis, enfin, je te le dirai s'il y a des questions pour que tu puisses venir y répondre. Et puis, s'il y a une autre thématique, que ça vous inspire ou des voilà, peut-être qu'on pourra refaire un échange,
Mmh. avec toi, Fabienne, sur, soit pour approfondir des choses là-dessus, soit sur un autre sujet, parce que tu as une longue vie et de riches expériences à partager. Donc, Merci Damien, voilà. merci de tout cœur. Merci Voilà. beaucoup. Et tout de bon à toi, à vous, et voilà, que le meilleur soit. Voilà. Fabienne. Merci à toi.